Bonjour à tous. Ravi de me retrouver sur le plateau pour Smart Women, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Alors vous le savez, je reçois des personnalités, hommes et femmes, qui partagent ma conviction que les femmes doivent occuper leur juste place dans le pouvoir économique de notre pays et que cela constitue à l'évidence des leviers de performance économique et également bien sûr d'équilibre de la société. Alors j'ai choisi de vous présenter chaque fois trois rencontres en quelque sorte. Donc la première, c'est Smart Collectif, c'est faire parler une association, un collectif, un réseau qui agit dans l'accompagnement des femmes dans l'entrepreneuriat, parce que très souvent ce sont des structures qui sont insuffisamment connues et valorisées alors qu'elles font un travail tout à fait remarquable. Ensuite, Women Inside, c'est partager le regard, partager l'initiative d'un dirigeant, homme ou femme là encore, du monde économique. Et enfin, le portrait que je consacre prioritairement d'ailleurs à des dirigeants de PME, de tout secteur, de tout territoire et qui démontrent à l'évidence que là aussi, les femmes sont valeureuses partout. Alors aujourd'hui, je vais recevoir tout d'abord Béatrice Vianney-Galvani, qui est la déléguée générale de 100 000 entrepreneurs. Ensuite, j'aurai Éric Delannoy, le président fondateur du cabinet Tenzing Conseil. Et enfin, le portrait sera consacré à Myriam Maestroni, qui a été la présidente d'Économie d'énergie et fondatrice également, dirigeante de la fondation E5T. Bonjour Béatrice Vianney. Merci de votre présence. Alors Béatrice, vous êtes la déléguée générale de l'association 100 000 entrepreneurs depuis 2016, association qui a été créée en 2007, si je ne me trompe pas, par Philippe Ayat, alors qui est lui-même un entrepreneur engagé, qui est également auteur. Et d'ailleurs, son premier livre portait un très beau titre, puisque c'était « L'avenir à portée de main ». Alors, à la question que je lui avais posée, d'ailleurs, quand je l'ai rencontré, de pourquoi ce nom de 100 000 entrepreneurs, j'avais été marqué par la simplicité et l'évidence, finalement, de la réponse, puisqu'il m'avait dit que votre association ambitionne de sensibiliser l'ensemble d'une classe d'âge de 13 à 25 ans, donc en gros 650 000 jeunes, et que comme le facteur principal de votre mode d'action, c'est le témoignage en présentiel, par des entrepreneurs, compte tenu du temps que chaque entrepreneur peut consacrer à ce type d'intervention, bien le calcul mathématique faisait qu'il fallait avoir 100 000 entrepreneurs. Donc c'était complètement simple, mais assez intéressant. Alors, dites-nous tout de suite, où en êtes-vous ? Combien de témoignages, combien de témoins et combien de jeunes sensibilisés ? Bonjour Marie-Claire, en tout cas je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement c'est une ambition qui est forte et qui reste notre ambition, hein. C'est notre cap et notre projet de changement d'échelle. Donc aujourd'hui on a sensibilisé plus de 750 000 jeunes à l'esprit d'entreprendre, mais sur cette seule année scolaire c'est 107 000 jeunes. Bravo. Donc on est en fait en très forte croissance. Alors notre ambition elle est encore lointaine, mais elle est x6. Elle est x6, voilà. Ouais. Aujourd'hui on est à x6 et on se donne cette ambition dans les 5 prochaines années. Bon, c'est parfait. Et les témoins, alors combien vous avez par rapport à la question des 100 000 entrepreneurs qui doivent intervenir? Vous avez combien aujourd'hui de témoins qui travaillent? Alors aujourd'hui, en fait, on mobilise toutes sortes d'entrepreneurs, hein, que ce soit des créateurs d'entreprises ou des dirigeants d'associations ou même des intrapreneurs. Et aujourd'hui, on a mobilisé autour de nous 15 000 entrepreneurs, intrapreneurs, et en fait qui ont été formés à l'intervention en classe. Parce qu'il y a même si l'action elle est facile à mettre en place, on a quand même tout un process pour garantir la qualité. Donc aujourd'hui, c'est 15 000, mais en fait, comme je vous le disais, ça croît très fortement parce qu'on a mis en place plein de procédés pour faire ce x6. Très bien. Alors, vous vous adressez de façon indifférenciée finalement aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Néanmoins, en 2013, d'ailleurs c'est là que nous nous sommes rencontrés, vous avez jugé utile, vous avez éprouvé le besoin de créer des semaines de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin. Donc, pourquoi, comment ? En fait, c'était au départ un constat. C'est-à-dire qu'en regardant en faisant un peu un scan de notre réseau, je me suis rendu compte qu'on n'avait que 15% de femmes qui témoignaient. Donc, malgré nous, on véhiculait une image exclusivement masculine de l'entrepreneuriat. Et en fait, on avait un problème, c'est qu'on n'arrivait pas à les fédérer pour plein de raisons liées au manque de temps et aussi liées à un problème où les femmes ne se sentaient pas légitimes. Et en fait, souvent, elles nous disaient « j'ai pas le temps, mon projet n'est pas prêt ».
Et je me suis dit, c'est une idée simple en fait, hein, c'est que si on crée une action spécifique pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat féminin, les femmes vont peut-être mettre de côté leurs freins. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, ça a marché tout de suite par viralité. Et on a fédéré autour de nous plein de réseaux d'entrepreneurs et des entreprises. Et voilà, et ça a été un succès. Et cette année, donc on a fêté la 10e édition donc en 2022. Et cette année, on a 40 000 jeunes qui, au mois de mars, ont pu rencontrer 1800 femmes, entrepreneurs, intrapreneurs, pour leur parler, pour montrer en fait des rôles modèles féminins. Alors ça dure une semaine chaque fois ou c'est davantage? Alors en fait, parce que vous me voyez venir, je vais vous dire, attendez, une semaine, c'est pas assez. Non, en 2013, c'était une semaine. C'était la semaine, d'ailleurs. La semaine, après, exactement. Après, c'est devenu les semaines. Et en fait, voilà, maintenant, c'est les semaines de sensibilisation. C'est au mois de mars, mais c'est aussi avant, après, parce que forcément, comme ça doit s'intégrer dans un agenda scolaire, hein, puisqu'on intervient dans les classes, le mois de mars, maintenant, vu le volume, ne contient pas tout. Donc, on fait un peu avant, un peu après, et ça déborde. Bientôt, ça va être l'année. Voilà, de toute façon, on le fait toute l'année. De toute façon, on est bien d'accord qu'il faut arriver à un équilibre. Et donc, l'équilibre, c'est qu'il y ait autant d'interventions des unes que des autres. Exactement. Et comment réagissent justement les jeunes, alors jeunes garçons d'un côté, jeunes filles de l'autre, face à des... Je crois que vous avez fait une étude d'impact récemment d'ailleurs. Comment réagissent-ils face à des femmes entrepreneurs et quelles sont, ce fait, la liberté ou du moins la libération, entre guillemets, que ça peut susciter chez eux? Alors, nous, les retours que nous avons auprès des jeunes, de toute façon, il est très positif. De toute façon, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est un retour très positif, puisque les jeunes, à plus de 90%, nous disent que ça a été utile et qu'ils le recommanderaient à leurs camarades. Donc déjà, on a tous ces indicateurs. Et sur le sujet, en fait, des femmes, en fait, les jeunes filles nous disent que ça leur permet, en fait, de mieux se projeter et ça leur permet de mettre de côté, en fait, les différents freins. Et puis, pour les jeunes hommes, eux, ils trouvent évidemment ça très intéressant. Et c'est vrai qu'à travers cette action, nous, on veut aller voir les jeunes filles et les jeunes hommes parce que les jeunes hommes, ça va les habituer à avoir des modèles de réussite au féminin. Donc, c'est pour les deux. Et effectivement, on a fait une mesure d'impact récemment. C'est très bien. D'ailleurs, alors, bon, le temps passe très vite, mais il y a une question que je voulais quand même vous poser qui n'est pas liée là aux garçons ou aux filles, mais vous travaillez bien évidemment avec le monde de l'école. Et comment vous avez vu évoluer, parce que moi, je tiens beaucoup à ce rapprochement de l'école et du monde de l'entreprise. On partage le fait que cette pédagogie, cette acculturation économique est absolument indispensable et qu'elle fait quand même cruellement défaut encore. Comment vous avez vu évoluer la relation? Alors c'est vrai que quand on a démarré en 2007, c'était très très innovant parce que faire rentrer l'entreprise dans l'école, ça avait quelque chose d'incroyable, d'irréalisable. Mais nous, ce qu'on a fait, on est arrivé avec le prisme de l'esprit d'entreprendre. Donc déjà, ça passait bien. Et on voit quand même qu'il y a une évolution. Aujourd'hui, voilà, il y a un certain nombre de politiques qui sont mises en place pour ce rapprochement avec l'entreprise, mais ça reste compliqué. Et c'est vrai que nous, on déploie encore beaucoup d'efforts pour faire ce qu'on doit faire. Alors, on le fait avec succès parce qu'on a réuni avec nous un réseau d'entrepreneurs très important, un réseau d'enseignants aussi. On a 10 000 enseignants inscrits sur notre plateforme. L'année dernière, on a travaillé avec 2500 établissements scolaires, mais ça reste encore compliqué parce que pas totalement intégré dans le cursus. Bon, écoutez, ça va dans le bon sens, on va retenir le côté positif de l'avancée. Écoutez Béatrice, merci beaucoup pour ce témoignage et cet engagement, parce que réellement, je pense que donner envie d'entreprendre leur vie, puisque c'est la phrase que vous utilisez à des jeunes, finalement, qui a la plus belle ambition pour notre société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous allez voir que le monde de l'éducation, et vous le partagez avec beaucoup d'intervenants, et je reçois après vous Éric Delannoy, qui lui aussi est très convaincu de l'utilité que le monde éducatif se rapproche du monde de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Claire. Bonjour Éric Delannoy. Bonjour. Merci d'être là. Alors Éric, vous êtes le président fondateur du cabinet Tending Conseil. Alors vous avez commencé votre vie professionnelle dans le monde de la finance, vous avez été consultant, vous avez créé un premier cabinet que vous avez revendu. Et puis en 2016, vous avez eu envie de créer un nouveau cabinet, mais vous vouliez le créer différent. C'est ce que vous m'avez dit, c'est un cabinet différent et engagé. Donc, alors vous allez nous dire finalement pourquoi, en quoi ce cabinet est, en quelques mots, après on viendra sur le sujet principal, mais en quoi ce cabinet est différent et engagé? Il est différent parce que nous faisons le métier du conseil en stratégie opérationnelle, j'ai envie de dire comme les autres cabinets de conseil, mais on a souhaité le faire
au service d'une cause sociétale qui est l'égalité des chances. Aujourd'hui, dans la stratégie opérationnelle, vous avez des recrutements qui se font dans les grandes écoles, quasiment les mêmes. Nous avons souhaité, nous, diversifier l'origine des talents pour s'occuper des compétences et ne pas s'occuper du diplôme. Donc c'est très différent par rapport à une mixité sociale et c'est aussi très différent sur la répartition de la valeur. On en reparlera tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, le premier point qui est assez évident quand on vous rencontre, quand on rencontre les membres du cabinet, c'est de voir que vous avez mis vos convictions en application, en ce sens qu'il y a une parité au sein du cabinet. Et finalement, alors que le métier du conseil est généralement exercé majoritairement par des femmes mais dirigé par des hommes, c'est pas le cas chez vous. C'est pas le cas chez nous. Nous avons une double parité en fait. Nous avons une parité dans la mixité sociale, ce qui est aussi très important, ce qui était un des objectifs pour le déterminisme social. Et nous avons effectivement, par cohérence du modèle, souhaité avoir une parité homme-femme. Alors c'est très compliqué à la faire parce qu'il y a une inertie, ça a mis du temps, mais aujourd'hui on y est presque sur l'ensemble des grades de notre cabinet. Bravo. Alors bon, venons-en effectivement à votre engagement, puisque c'était le sujet d'aujourd'hui. Alors, on va parler de ce que vous faites pour justement l'égalité des chances. C'est un thème, vous le savez, qui m'est cher également. Et donc ce thème, vous le traitez au travers du prix Tenzing, qui a le même nom d'ailleurs, qui est le prix de l'égalité des chances, et dans lequel vous sélectionnez et vous dotez des projets qui concourent à cet objectif, sachant que là aussi, comme Béatrice des 100 000 entrepreneurs juste avant vous prenez un petit peu le mal à la racine, si on peut dire, puisque vous le voyez au travers du cursus éducatif. C'est toujours à ce niveau-là que ça se passe. Absolument, tout à fait. Le prix Tenzing, ce sont nos consultants qui sélectionnent des associations après un appel à projet, qui vont recevoir une dotation qui correspond à l'intégralité des bénéfices qu'on aurait pu distribuer aux associés, mais qu'on distribue aux associations. Et effectivement, nous avons souhaité travailler le déterminisme social à la racine, donc par l'éducation. Et il est évident que quand on regarde les problématiques de discrimination, les problématiques de genre dans l'éducation, on s'aperçoit que les femmes sont elles-mêmes très concernées par des formes d'impossibilité subies ou intériorisées de pouvoir évoluer vers des métiers, vers les métiers de tout le monde en fait. Et ça, nous avons essayé de le traiter en sélectionnant quelques associations qui soient très emblématiques sur le sujet. Oui, ça c'est ce qui est intéressant parce qu'au départ, vous êtes effectivement tout public en quelque sorte, mais néanmoins, vous avez des sélections spécifiques qui privilégient des cursus justement féminins ou de l'apprentissage, des filières d'apprentissage où les femmes ne vont pas, où il faut qu'elles aillent. On pense immédiatement bien sûr à la tech, mais pas que. Il y a d'autres sujets qui sont exactement de la même façon. Vous pouvez nous citer, parce qu'évidemment, il n'y a rien de mieux que l'exemple pour comprendre. Citez-nous des exemples de projets que vous avez sélectionnés dans ce cadre-là. Alors déjà, en termes de volume, simplement pour montrer que c'est un engagement qui est profond, en 5 ans d'existence, nous avons distribué plus de 500 000 € à une quinzaine d'associations. Parmi lesquelles, effectivement, j'ai envie de citer Bicomtech. Bicomtech est une très belle association qui permet à des jeunes femmes de pouvoir s'initier, prendre confiance pour pouvoir intégrer les métiers de la tech de manière spécifique, puisqu'il y a un grand déficit de femmes dans les métiers de la tech. Mais je parlerai également, donc là c'est vraiment très direct. Bicomtech, si je ne me trompe pas, est dirigé par une femme également. Qui est dirigé par une femme, créé et dirigé par une femme, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment, là, on est au cœur de l'éducation et de sortir des biais et des stéréotypes de genre. Typiquement, on a d'autres associations qui sont sur ce sujet-là, comme Chemin d'Avenir. Chemin d'Avenir met en place des mécénats spécifiques pour faire en sorte que les jeunes femmes prennent confiance en elles, dans les freins intériorisés que l'on constate dans l'éducation. Il y a cette problématique de confiance en soi qu'il faut traiter. Chemin d'Avenir le fait très bien. Sport dans la ville, qui a mis en place un programme spécifique de Elle dans la ville, pour promouvoir la réussite des jeunes femmes de milieux de quartiers populaires en ayant des programmes spécifiques. Et enfin, je voudrais saluer, c'est pas une association que nous sponsorisons, mais nous avons été sélectionnés pour pouvoir travailler sur l'index de la diversité d'Elisabeth Moreno. Très bien. Et cet index de la diversité interroge la mobilité des femmes dans l'entreprise, à tous les strates de l'entreprise. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais de toute façon, je pense que c'est vrai qu'au départ, il y a toujours cette volonté d'amener l'ensemble, hommes et femmes, garçons et filles, vers une progression, vers un avenir, vers cette question justement d'entreprendre et d'entreprendre leur vie, comme on le disait précédemment. Mais néanmoins, on voit bien que chaque fois, il y a quand même une spécificité à avoir, malheureusement encore. Un jour, ça ne sera plus le cas, du moins je l'espère, mais
pour que les filles, les femmes, trouvent davantage leur voie également. Et ça, c'est très important et puis c'est intéressant de voir que finalement l'ensemble de la chaîne y contribue, parce qu'on a vu juste avant une association. Vous n'êtes pas une association, même si vous avez un mode d'action qui relève, avec d'ailleurs les nombreux agréments, enfin les labels, etc. que vous avez. Bicorp, l'objectif n'était pas de parler de Tendic en tant que tel, mais néanmoins, ça prouve bien la qualité du travail qui est accompli. Et on voit que cet ensemble, toute cette chaîne économique contribue et est consciente aujourd'hui de la nécessité d'avoir des femmes au bon niveau, en fait. Quand on parle de la juste place des femmes, qui était votre propos initial, nous, on a une conception de l'égalité des chances qui est l'égalité d'accès. En fait, le vrai problème des femmes aujourd'hui dans l'accession à certaines responsabilités, c'est qu'on ne leur donne pas accès. On ne leur donne pas accès parce qu'elles-mêmes ont des freins pour les accès. Et puis, par ailleurs, il y a tous les entre-soi qui, malheureusement, sont des freins eux-mêmes. Donc, nous, on essaie de faire sauter toutes les barrières des entre-soi, notamment dans le monde du conseil, et on travaille sur les problématiques intériorisées des freins personnels, comme notamment la confiance en soi. Égalité des chances et égalité des ambitions, finalement. Absolument, égalité des ambitions. Merci beaucoup, Éric, pour ce témoignage, et merci et bravo pour votre action. Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Et vous allez voir que je vais recevoir maintenant une femme, une dirigeante d'entreprise qui est très engagée, elle, dans l'énergie, autre sujet, mais vous allez voir qu'elle a cette même ambition de transformer, ou de contribuer, du moins plus modestement, à la transformation du monde via la pédagogie. Oui, c'est un sujet éminemment nécessaire en ce moment. Merci Éric, merci beaucoup. Merci. Bonjour Myriam Maestroni. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Alors Myriam, je vous ai fait venir parce que vous avez un parcours qui est vraiment très complet. C'est-à-dire que vous êtes une dirigeante accomplie d'abord par vos résultats, mais aussi par le parcours que vous avez eu. Puisqu'en fait, vous avez démarré en tant que salarié, après vos études, salarié dans 2 ou 3 sociétés, puis vous avez été dirigeante salariée toujours, puis vous avez innové en créant une plateforme, vous en direz un mot, qui a permis de développer justement l'accès à toutes les solutions d'économie d'énergie, au diagnostic, dans la société dans laquelle vous étiez, c'était Primagaz, et puis finalement, vous l'avez spin-offé en quelque sorte, et vous avez racheté totalement finalement cette société. Économie d'énergie, c'est son nom. Vous l'avez racheté entièrement entre 2011 et 2014, si je me souviens bien des dates. Vous l'avez développé, vous l'avez fait grandir, puis vous l'avez vendu. Donc un parcours vraiment complet. Et vous avez simultanément eu beaucoup d'autres choses, puisque vous avez créé une fondation qui s'appelle 5T, dont on va parler. Et cette fondation, aujourd'hui, vous la présidez, donc ça fait partie. Puis vous êtes également auteure, conférencière, autrice. Donc vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Mais je voudrais que vous nous expliquiez d'abord le cheminement que vous avez eu, donc, et les leviers qui vous ont permis de passer donc, de ce statut de salarié au statut d'entrepreneur à succès. Bien écoutez, déjà, il y a un fil conducteur qui est l'énergie. J'ai toujours été passionnée par l'énergie en me disant c'est au cœur de la société moderne et déjà très jeune. Ô combien aujourd'hui. C'est vrai. Hein. Et donc déjà très jeune, à 24 ans, je me suis retrouvée dans une entreprise qui allait importer du pétrole et puis le revendre, les produits raffinés en Espagne où le marché se dérégulait. Et finalement, c'était le début. On me disait le XXe siècle, c'est le siècle du pétrole. Le XXIe siècle sera celui du gaz. Et mon parcours était tout tracé. Et en 2004, j'arrive en France et on me dit oui, on perd des clients. Bon, c'est une longue histoire que je ne vais pas vous raconter aujourd'hui en détail. Mais j'ai dit, on va aider nos clients à consommer moins parce que j'avais compris que les choses étaient en train de changer. Cette décennie 2000-2010 a complètement changé la donne et a modifié les trajectoires que l'on imaginait. Et depuis, évidemment, ça se vérifie. Vous étiez assez visionnaire, d'ailleurs. Assez visionnaire. Et d'ailleurs, je dis souvent, on ne m'a pas pour autant reconnu comme quelqu'un qui portait l'innovation au moment où je l'ai créée. Ça vient plus tard. Hein, on ne vous reconnaît pas tout de suite là-dessus. Et par contre, je dois dire, je n'imaginais pas que les choses allaient aller aussi vite. Et alors justement, cette création qui a commencé donc dans l'entreprise Primagaz France que vous dirigiez à ce moment-là, cette création de plateforme, dites-en quelques mots. Oui, en fait, en 2008, pour un certain nombre de raisons, j'ai créé le premier site en France sur l'énergie et l'efficacité énergétique, grand public, parce que c'est assez difficile à comprendre. Et donc, ça s'appelait www.economieenergie.fr. Et quelques années plus tard, gros changement dans le groupe. Et donc, j'ai décidé de partir. Mais à ce moment-là, il y a 4 ou 5 personnes qui m'ont dit « Mais non, c'est intéressant, on va continuer. » Et donc, on est parti avec 8 personnes. Et la société a
beaucoup, beaucoup grandi. Elle n'avait pas de business model quand je l'ai repris, donc je l'ai racheté, mais à vil prix, mais enfin quand même, je l'ai racheté malgré tout. Et en fait, la société est passée de 8 à 350 salariés à 9 ans et de 0 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc très, très gros scale-up, comme on dirait aujourd'hui, très grosse croissance. Et l'idée était de pouvoir vraiment impliquer les citoyens qui doivent faire partie de l'équation de la transition énergétique et de la neutralité carbone, en leur expliquant comment rénover leur logement, qui est un des 5 leviers que j'avais identifiés pour réduire ses consommations d'énergie. Bon, alors, pour faire vite les 5, bien évidemment, il y a aujourd'hui le fait qu'on peut choisir son fournisseur et donc mieux comprendre sa facture, c'est pas évident. Le deuxième, ce sont les comportements. On a plein de choses qu'on peut changer. Alors, on peut passer, pour faire simple, des bains à la douche et si on chante des chansons plutôt courtes. La rénovation, qui est un axe majeur. On a 15 millions de logements en surconsommation en France et 100 millions en Europe. Les smart technologies, tout ce qui est Internet of Things, avec cette aide que peuvent nous apporter les compteurs, les thermomètres intelligents, et puis produire son énergie, qui est un chapitre qu'on devrait, je crois, prendre vraiment à bras le corps aujourd'hui, puisqu'on a besoin d'électricité. Si on peut l'autoproduire collectivement ou individuellement, on a 4 millions de logements en France, de maisons qui pourraient produire leur propre électricité. Alors, avant de poursuivre la discussion sur l'énergie au travers de ce que vous faites avec votre fondation, mais déjà, pour rester sur le côté entrepreneur, après avoir fait grandir aussi bien cette entreprise, et vous étiez, j'en suis témoin, vous en étiez vraiment la maîtresse, maman, enfin vous aviez tous les attributs de celle qui a créé et qui porte l'enfant en quelque sorte, vous l'avez vendu. Je l'ai vendu parce que justement, je me disais, est-ce qu'on peut voir une entreprise comme son bébé? Quelque part, pour moi, une entreprise a vocation à durer au-delà de son dirigeant et à grandir. Tout ce qui ne grandit pas meurt finalement. Et la Poste est arrivée en me disant, mais nous, on veut prendre ce sujet de la rénovation énergétique. On est très proche de chaque Français depuis Louis XI, très belle société. Et je me suis dit, c'est une opportunité fantastique à donner à cette entreprise qui drainait beaucoup de jeunes, beaucoup de talents. Et voilà, je crois que les choses se font, on ne calcule pas tout dans une vie, mais j'étais très contente de trouver des nouveaux lendemains pour cette société. Oui, c'est effectivement une façon finalement assez généreuse en quelque sorte, parce que se priver du plaisir de la croissance future pour préserver une croissance encore plus durable, ça c'est... Et alors, bon, depuis, donc, vous n'êtes plus entrepreneureux en tant que tel, mais enfin, néanmoins, vous entreprenez beaucoup de choses. Alors, parlez-nous de votre fondation, puisque finalement, comme c'est toujours sur l'énergie, c'est ce qui sous-tend toute votre vie et toute votre raison d'être, en quelque sorte, sur un plan professionnel. Absolument. Au fait, quand on quitte un grand groupe, on se dit « Ah, je ne vais plus avoir ces grandes conventions où je rencontre toutes ces personnes du monde entier avec des grands experts. » Et donc, je m'étais juste dit à l'origine, je vais réunir mes copains professionnels et puis on va partager 1 fois par an où nous en sommes, s'il y a beaucoup de choses qui se passent, comment va-t-on suivre? Et de fil en aiguille, c'est devenu, on a fêté les 10 ans l'année dernière, et c'est devenu un fonds de dotation donc, qui embarque beaucoup d'experts et beaucoup de gens intéressés par ces sujets. Il y en a de plus en plus, logiquement, avec 4 missions. La première, c'est d'identifier toutes les initiatives qui peuvent réellement contribuer à la transition énergétique sur les secteurs. Il y a plein de PME, de gens qui sont à l'œuvre. La deuxième, c'est de les mettre en lumière dans des universités. La dernière université avait lieu à La Rochelle, 100 experts, mais on en a à Dunkerque sur la transition énergétique maritime, à Tunis pour l'Afrique, on a des partenariats avec la Chine, on a Barcelone, on a des partenariats avec les États-Unis. La troisième mission, c'est d'animer ce réseau avec des opérations spécifiques. Et la quatrième, d'ailleurs, je vais redevenir entrepreneur, la quatrième, c'est l'éducation pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible, leur donner les moyens. Et la dernière initiative qu'on vient de lancer, quand je dis je redeviens entrepreneur, ça s'appelle 100 leaders pour la planète, avec cette idée qu'il faut avoir une approche globale de la transition énergétique. Il s'agit de se débarrasser des énergies fossiles, de promouvoir évidemment les énergies renouvelables, le stockage, la mobilité durable, et puis peut-être aussi de retirer du CO2 de l'atmosphère avec des technologies un peu plus de pointe. Donc on a besoin de tout ça et en même temps. Et alors, 100 leaders, parce que ça c'est effectivement un beau mot d'ordre, 100 leaders pour la planète, en quoi ça va consister exactement? Ça passe par des conférences. Comment ça va se formaliser? C'est une plateforme d'éducation. On a identifié des leaders. Alors un leader, on le définit comment? C'est quelqu'un qui a un domaine d'expertise, mais qui en même temps s'engage à continuer à apprendre de ses pairs. Et donc, on a 10 majeurs
sur la mobilité durable, sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire ancienne et nouvelle génération, sur le stockage de l'énergie. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais tous ces différents enjeux. Et on va le décliner au travers de conférences d'une part sur cette plateforme. On va pouvoir ticker ces cases. Il y a un premier programme de 30 heures. Donc la plateforme existe déjà. Elle va être opérationnelle. Elle commence à être opérationnelle. Elle sera lancée, la première promotion, à partir de janvier 2023. Ensuite, on va avoir de l'information, de décryptage d'actualité. Quand quelqu'un s'exprime sur un sujet, comment on prend du recul et comment on garde un esprit critique. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est de la démagogie? Myriam, on est d'accord qu'il y a du travail. Il y a du travail à faire. Parce que là, beaucoup de confusion, faire tomber les fausses idées, faire tomber les approches toujours marquées par ou de la politique ou des dogmes, il y a quand même du boulot là. Ouais. Et un troisième, il y a beaucoup de travail, on entend beaucoup de choses. Malheureusement, cette guerre en Ukraine, qui devait être un accélérateur, pose beaucoup de questions. Mais bon, ça, c'est l'objet d'une émission à part entière. Et donc, la troisième dimension, c'est qu'il y a des entreprises qui nous ont déjà contactés et qui disent nous, on est leader, pas pour l'ensemble des gens qui pourraient être intéressés, ou des entreprises, ou des politiques. D'ailleurs, je les invite à s'inscrire. Mais dans notre entreprise. Et donc, on va créer des contenus ad hoc qui vont se superposer aux contenus généraux. C'est une très belle ambition. Alors ça, c'est vraiment à nouveau une très belle manière de faire avancer votre sujet de prédilection depuis le départ. Là. Donc ça, bravo. Comment vous avez vu justement, puisque vous avez été en contact en permanence avec à la fois des acteurs, à la fois des spectateurs, comment vous avez vu l'évolution de la pensée par rapport à ça ? Eh bien, clairement, on a aujourd'hui une reconnaissance absolue du changement climatique. Moi, j'ai vécu une époque où, en 2004, quand j'ai dit on va aider nos clients à consommer moins, on me disait oui, mais ton problème, il est en 2100, d'ici là, on a le temps. Aujourd'hui, on sait tous qu'il y a un problème et qu'il est urgent. Donc ça, on n'a plus de doute là-dessus. On a tous compris qu'il n'y avait pas de solution miracle, même si certains parfois essayent de le faire croire. On a tous compris qu'il s'agissait de vraiment activer tous les leviers et que malheureusement, la complexité, c'est de comment articuler ces leviers. Et ça reste un sujet majeur. Et comment créer une feuille de route concrète. Aujourd'hui, on a plus de 100 scénarios sur la neutralité carbone. Mais le scénario européen de la neutralité carbone, où on s'est mis d'accord sur la part des renouvelables, où on est rentré dans le détail de chaque chose. Est-ce que le gaz naturel devrait être remplacé par le biogaz? Comment ça va se mettre en œuvre? Il y a des écarts, je ne vais pas tout décliner, mais il y a de gros écarts encore. Donc je crois qu'il y a énormément de bonne volonté individuelle, mais bon, l'enfer est pavé de bonnes intentions et on a un manque de coordination très important. On ne peut pas parler de l'hydrogène vert sans parler des énergies renouvelables. C'est une erreur majeure. Et puis en plus, on parlait aussi de ce que cela induit dans la vie au quotidien des uns et des autres, parce qu'il y a les corrélations et il faut aussi intégrer les contraintes ou les avantages que ça peut apporter. Et donc c'est cet ensemble-là qui permettra après la soutenabilité au sens acceptation et capacité à faire. Je crois que vous touchez un enjeu majeur qui me donne envie de parler de l'éco-citoyen consommateur. Je considère clairement qu'il n'y aura pas de neutralité carbone sans le concours de tous les hommes et les femmes qui sont finalement, qui font partie de la solution et pas que du problème. Et aujourd'hui, je trouve que finalement, on a beaucoup d'injonctions. Voilà, il faut faire des économies, mais on n'a pas de compteur. Quand je dis on n'a pas de compteur, c'est un peu, voilà, vous avez une limite de vitesse, mais vous ne savez pas trop contrôler. Moi, clairement, je pense que chaque Français doit avoir un diagnostic de performance énergétique et un plan individuel de travaux de rénovation à mener. On retrouve la chaîne d'entreprise, mais ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci pour ce témoignage et pour ce regard. Bon, somme toute positif, parce que ça nous donne envie de continuer. Donc, il y a cet espoir dans la continuité. Merci beaucoup, Myriam. Bon, écoutez, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, on a pu mesurer ensemble la foi et l'énergie, sans mauvais jeu de mots, de nos trois intervenants. Bien sûr, il y a beaucoup devant nous, nous avons énormément de défis. On en a évoqué quelques-uns, l'inégalité des chances, donner l'envie d'entreprendre aux jeunes générations, le casse-tête de la préservation de l'environnement et de la transition énergétique. Mais enfin, quand même, retenons de cette série que les entrepreneurs ont des solutions, qu'ils savent les inventer et que donc, si on les écoute mieux et si on les fait mieux participer, je pense qu'on s'en portera tous mieux. Merci beaucoup, bonne journée.